Salut, salut! J'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Wellness Impact. Et aujourd'hui, j'accueille quelqu'un dont le parcours m'a vraiment inspirée, qui est depuis le début d'ailleurs. Ça fait quelques années que je la suivais. Et ensuite, nos chemins se sont croisés il y a quelques années. J'accueille donc aujourd'hui Flore Léveillé. Alors Flore, elle avait un business qui tournait, environ 600 000 euros de chiffre d'affaires, des clientes, une équipe, elle avait de l'impact. Et un jour, elle a choisi de ralentir. Et elle a choisi surtout de fermer sa boîte, de disparaître des réseaux, bref, de tout arrêter. Et pas parce que ça ne marchait pas, parce que ça ne lui ressemblait pas. Donc elle va tout vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle et pourquoi ce choix? C'est de ça dont on va parler dans cet épisode aujourd'hui. Réussir et quand même décider de changer de vie. Ça, c'est un choix plus qu'audacieux que Flore a décidé de faire. Mission, liberté, valeurs hautes et cette question qu'on n'ose pas se poser. Est-ce que je suis encore heureuse dans mon propre business? Avant de découvrir l'interview, surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucun des prochains épisodes, de liker, de commenter. Ça nous fait super plaisir d'avoir vos retours et moi, ça me fait un bien fou. Ça me donne une motivation de ouf. Allez, c'est parti. Comment je suis contente, Fleur, de te retrouver. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait ce petit moment d'échange là, donc merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir proposé. Je suis ravie. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Alors moi, je connais bien, enfin bien, je connais pas mal d'éléments de ta vie d'entrepreneur. Je sais par quoi tu es passé à un certain moment. Est-ce que tu peux nous dire, pour ceux et celles qui te découvrent, comment tu te présenterais aujourd'hui, sans parler de titre, ou de business, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire sur toi? Alors, comment je me présente? Je dirais que je suis entrepreneur effectivement depuis 10 ans, investisseuse également, j'ai eu la chance d'avoir, une belle entreprise pendant 7 ans dans le mentorat business. Aujourd'hui, je fais toujours du mentorat business, je prends toujours beaucoup de plaisir, là-dedans, et je suis en train de m'associer sur, des projets. Oh, j'ai envie d'en savoir plus! J'aurais le droit de savoir ou pas? Oui. Alors, je sais que cette question, elle va être un peu challengeante parce que, tu as fait plein de choses, mais si tu devais résumer un peu ton parcours en deux, trois grandes étapes, hem, en tout cas celles qui ont changé le cours des choses, ce serait quoi? Donc je dirais première grande étape, ça a été ma reconversion en naturopathie parce que ça a été mon premier pied dans l'entrepreneuriat et puis, en fait, si tu veux, mon activité a très vite, fonctionné, et j'ai eu beaucoup de naturopathes, sophrologues, hypnothérapeutes et cetera qui me disaient: «Mais Flore, tu fais comment pour que ça fonctionne?» Et donc en fait, c'est là que j'ai fait ma deuxième reconversion. En gros, si tu veux, au début, je donnais des conseils comme ça, à droite à gauche et puis en fait, je me suis dit: «Mais j'adore ça, donc en fait, je vais en faire un métier». Et donc, là encore, hein, faut revenir dans le contexte 2017, il y a personne qui fait du coaching business à part aux US, mais sinon en France, on connaît pas trop. Donc ça a été, mon gros point de départ, et là, ça a cartonné. Ça a cartonné tout de suite, j'ai vraiment vécu ce qu'on appelle l'hypercroissance, tu vois? Je suis passée, j'ai aucun client à d'un coup, j'ai 1 an d'attente en même pas, 1 mois et demi. Donc voilà, je me dis: «What is happening?» Et puis, bah, 1re année, je fais 35 000 € de chiffre d'affaires parce que, bah, du coup, je découvre, je tâtonne et cetera. L'année suivante, je fais 100 000, l'année d'après, je fais 250, l'année d'après, je fais 540. Voilà, du coup, ça cartonne et donc forcément, je recrute, je m'entoure et cetera et là, le trop plein, une boîte qui me ressemble pas, je vire tout le monde et là, c'est la troisième grosse étape. En fait, je vire tout le monde. Je me dis: «Non, mais c'est pas possible» et en fait, je prends la décision, 2 ans après, de vraiment arrêter cette activité parce que je crois que j'étais arrivée, au bout de cette entreprise. Ouais, on va y Heu revenir. Mmh. et donc voilà, je dirais que c'est ça les grosses étapes si je te le fais vraiment en très condensé, hein. Et aujourd'hui, tu dirais que, là, actuellement, tu es plus coach, investisseuse, mentor, c'est quoi tes casquettes? Tu sais, on aime bien en France mettre les gens dans les cases, alors toi, tu quoi? C'est pas facile avec moi en vrai. Heu Non? Je dirais que, alors mon activité, principale, je suis mentor business. J'interviens dans des programmes d'accompagnement,
comme mentor, donc j'interviens, chez Jérémy Goldman, chez Max Piccinini, dans Liberty Webby, auprès de Jean et Jody Cavalli. Voilà, donc j'interviens dans différents programmes d'accompagnement comme ça avec, ma casquette mentor, de par avec grâce à mon expérience, on va dire. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça me permet de voir, des milliers de profils chaque année, en fait et donc de me nourrir de plein de choses. Aujourd'hui, j'ai aussi, une autre casquette, investisseuse parce que j'ai compris avec ma boîte, enfin mon expérience précédente, que mettre tous ses œufs dans le même panier, ce n'est pas une bonne idée. Donc du coup, j'ai commencé en fait, dès que j'ai arrêté ma boîte, j'ai commencé à investir, en bourse, en crypto-monnaie et cetera et donc je fais du trading, au quotidien. Aujourd'hui, clairement, c'est pas ça qui me permet d'en vivre et voilà, faut pas rêver, hein, même si, on te fait miroiter un tas de choses sur les réseaux. Mais c'est quand même une activité à part entière, qui, je l'espère, un jour me rapportera bien plus d'argent que les entreprises que je pourrais avoir. Et à côté de ça, surtout moi mon goal et mon projet principal, c'est de m'associer, auprès d'entrepreneurs, qui seraient, ambitieux et cetera. Donc, là je suis en train de m'associer sur un projet dont je peux pas trop parler encore pour le moment, c'est en cours, et j'ai des discussions qui sont en cours avec d'autres entrepreneurs qui, heu, ont, des beaux projets, des expertises et cetera et qui ont envie de développer, mais en même temps, bah, ils ont envie de s'associer donc voilà. Je dirais que là, je suis vraiment multicasquette aujourd'hui, hein, clairement. Oui, clairement multicasquette. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, parce que là, tu as dit quelque chose de fort il y a quelques minutes. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou vu. Tu as dit que tu avais une entreprise à 540 000 € de chiffre d'affaires et que, ça te ressemblait plus et que tu avais, claqué la porte et cetera. La partie claquer la porte, ce que je te propose, c'est qu'on en parle juste après. Mais Ouais. d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, dans cette entreprise qui tournait très bien, ça ressemblait à quoi ta vie de l'extérieur? Voilà, comme si tu t'en rappelles bien, est-ce que tu peux nous dire, voilà, à quoi ça ressemblait? Clairement, c'était la vie de rêve. Hein, je vais pas mentir, c'était la vie de rêve. Je travaillais, c'était délirant parce que je travaillais, allez, 10 heures semaine et non, mais je travaillais vraiment pas beaucoup et en même temps, je le vivais super mal. Mais je travaillais très peu, je faisais, du sport tous les jours, j'avais beaucoup d'argent donc c'était trop bien. Je me rappelle, je me disais: «Bon tiens, et si on partait en vacances?» Et du coup, hop, je me rappelle avoir claqué 10 000 balles dans un voyage au Mexique, à pas regarder et à me dire: «Oh» enfin, je me rappelle, j'allais faire les boutiques, je voyais une robe à 400 €, je me disais que c'était pas cher, tu vois? C'est parce que, j'avais une belle renta avec ma boîte. Enfin, franchement, tous les voyants étaient au vert dans mon entreprise. Il y a rien où je peux me dire vraiment, ça n'allait pas, enfin voilà. Si, il y avait des choses qui n'allaient pas, j'ai pas fait les bons recrutements, clairement, pas dans le sens, elles étaient pas qualifiées ou quoi que ce soit, mais je les ai gardées par affect. Ça m'a coûté cher. Mais de l'extérieur, j'avais un peu la success story. D'accord, et c'est quoi que tu avais réussi concrètement? Parce que tu sais, la réussite, c'est hyper différent pour tout le monde. Là, tu parles plutôt de rentabilité, de financier. Est-ce que, qu'est-ce que tu avais réussi à construire? Ouais, bah, du coup, à cette époque-là, j'avais une entreprise donc qui faisait, 540 K de chiffre d'affaires, annuel. J'avais une dizaine de coachs qui intervenaient dans mes programmes. J'avais un bras droit, j'avais une directrice, marketing, j'avais, un analyste financier, enfin voilà, j'avais une belle équipe. Hem, J'avais mon mari qui travaille avec moi aussi accessoirement. Donc voilà, du coup, c'était aussi une entreprise familiale, on va dire. Non, bah, ouais. Mais du coup, ça avait aussi son inconvénient de c'était une entreprise dont on dépendait pour vivre. Et ça me mettait une grosse pression au quotidien. En fait, bizarrement, même alors qu'on avait un chiffre d'affaires qui était récurrent, on travaillait avec de l'evergreen et tout, donc en soi, je veux dire, j'avais de l'argent qui rentrait, tout le temps. J'étais quand même super stress de me dire, «Et si ça s'arrête demain?» tu vois? En fait, moi et mon mari, on perd, tout ce qu'on a. J'avais cette idée de: «Ouais, mais je vais peut-être pas faire ça toute ma vie».
et en même temps, j'avais pas créé un terrain propice pour pouvoir vendre mon entreprise et donc je me sentais en fait, plus l'entreprise grossissait et plus je me sentais prisonnière, redevable d'une équipe. En fait, même si j'avais beaucoup de temps, beaucoup de liberté et cetera, en fait, je me sentais étouffée par cette entreprise et c'est un peu le paradoxe. Donc en fait, tu te sentais pas si épanouie que ça à ce moment-là ou c'était vraiment sur la fin? C'était à quelle période? Parce que ta boîte, elle a duré quoi, 5 ans? 6 7 ans? ans. 7 ans? Ah, le chiffre magique, 7 ans. C'est clair. Et c'est à quel moment que tu as senti ça, effectivement, de se sentir prisonnière? Je dirais que, au bout de 4 ans, il m'a fallu, bien 3 ans pour l'arrêter. Ah d'accord. Et ça a été quoi les, les premiers signes où tu t'es dit: «Là, il y a un truc qui cloche, quoi. Là, je peux plus faire comme avant, là, il y a un truc qui cloche». Ouais. En fait, je dirais que le truc, le warning, c'était que je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse pour développer ma boîte, et j'arrivais pas à le faire. Ça me saoulait. À chaque fois que je pensais: «Ah bon, bah, tiens, je pourrais lancer un nouveau produit, ceci, cela, c'est ça qu'il faut que je fasse pour améliorer la LTV, pour ceci, pour cela» et cetera. En fait, j'avais pas envie, j'avais aucun enthousiasme, j'étais hyper fainéante, alors que je suis pas quelqu'un de fainéant, tu vois? Là, je procrastinais tout ce qu'il y avait à faire. J'avais plus d'enthousiasme en fait, tu vois, à bosser. Enfin, en soi, il y avait des trucs cool, mais globalement, la majeure partie des choses que j'avais à faire, en fait, j'avais pas spécialement envie de les faire. Être sur les réseaux sociaux, ça me saoulait, j'en avais ras-le-bol. Tu vois, même des trucs genre, faire une interview, je me disais: «Oh putain, encore une interview». Enfin, j'avais vraiment plus d'enthousiasme, en fait. Je me disais pour parler encore des mêmes choses et dès que j'allais sur les réseaux, je voyais d'autres coachs business, j'avais juste l'impression de faire la même chose que tous les autres, donc j'étais plus fière de ce que j'avais créé, en fait. Je me disais Mmh. juste: «Bon, voilà, juste un truc parmi d'autres», donc même moi, j'arrivais plus à me le vendre, tu vois, le truc? Ouais, tu Et croyais plus, quoi. non, j'y croyais plus. Je me disais, «Bon, je le fais parce que ça me rapporte de l'argent et parce que, bah, ça permet, à moi et mon mari de vivre et puis ça permet aussi à mes salariés de vivre, donc en fait, il faut que je le fasse pour eux». Mais moi, je me disais: «Mais moi, si je peux, demain, j'arrête tout et je redémarre autre chose, quoi. Enfin, j'ai une autre vie, quoi», tu vois? Donc déjà ça a quand même été, le premier warning, en fait, de ne plus avoir d'enthousiasme parce que je sais que quand je suis enthousiaste, je suis capable de déplacer des montagnes en 2 secondes, tu vois? Mmh. Là, quand, en 6 mois, j'ai pas sorti un seul truc, un lead magnet, ça me prend genre, 1 an, tu vois? C'est que je me dis qu'il y a un souci. Donc Ouais. Tu étais plus du tout dans la créativité, quoi. ah non, j'étais plus du tout dans la créativité. Je me disais juste: «Bon, bah, il faut le faire, allez, vas-y», donc j'avais des to-do list, mais ouais, et en même temps, tu vois, j'allais à des masterminds d'entrepreneurs et là, je me disais: «Ah là là, c'est génial!» Tout de suite, je remontais en énergie, mais il y avait quand même un truc qui se gangrénait, en fait. Et tu tu disais que tu avais été dans des masterminds et cetera. Qu'est-ce qui fait que, du coup, tu t'es dit: «Oh bah, je vais aller dans un mastermind», alors qu'à ce moment-là, tu es dans un état de manque de motivation, de gangrène, comme tu dis, il y a un truc qui se trame. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te dis: «OK, je vais claquer, pas un peu d'argent pour le coup, dans un mastermind», tu vois? Tu Ouais. qu'est-ce que tu espérais, en fait, à ce moment-là? Non, j'ai rejoint le mastermind quand j'étais en pleine croissance et que j'étais tout feu tout flamme Ah d'accord, et après j'ai pas, réinvesti là-dedans parce que figure-toi qu'à la fin du mastermind, la conclusion c'était, j'arrête mon business. à la fin du mastermind. Je voyais tous les gens parler d'argent et moi j'étais là, mais enfin vous parlez de croissance et machin, mais moi j'ai plus envie de croître. Alors j'ai rejoint pour atteindre le 1 000 000. En fait, je vois très bien ce que c'est que de faire le 1 000 000 et ouais, bon d'accord. Non, mais c'est fou, je pensais pas, Flore, je fais juste une parenthèse là, mais j'ai ressenti tellement la même chose. À la fin, j'ai fait partie aussi d'un mastermind, tu le sais. Mmh. À la fin du mastermind, je savais que si je revenais un jour, ça serait plus du tout avec la même boîte. J'avais plus du tout envie de faire le million, de la croissance, du scaling, de la performance et tout, ça me faisait chier, c'est fou, je pense, enfin, c'est copier-coller avec ton histoire, quoi, c'est incroyable. Je Bah, sais je pas si pense c'est bien, mais
On est nombreuses en fait à et nombreux, tu vois, à se dire, «Vas-y, les chiffres, les machins, parce que ça booste l'ego et tout». Puis bon, une fois que tu as vu et que tu t'es prouvé que bon, tu étais capable d'y arriver, en fait, dans le fond, ça perd un peu de son sens. Je pense aussi que, bah, les choses évoluent en fait, tu vois? Tu démarres, moi je me rappelle quand j'ai démarré ma boîte, je voulais être la prochaine Tony Robbins, tu vois? Bon, aujourd'hui je me dis: «Mais n'importe quoi, jamais de la vie j'ai envie d'être comme Tony Robbins». Pas parce que j'aime pas Tony Robbins, mais juste parce que déjà, aujourd'hui je suis plus en mode: «Vivons heureux, vivons cachés», tu vois? Parce qu'en Alors fait, pour ceux qui connaissent pas Tony Robbins, parce que tout le monde n'est pas dans l'infoprenariat, le monde de la formation et tout, c'est, le pape du coaching, américain, qui a découlé après sur tous les autres pays du monde d'ailleurs. Voilà, exactement. pour préciser. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Aujourd'hui, je me dis plus: «Bon, en fait, c'est sympa quand tu sors de chez toi et qu'il y a personne qui te reconnaît, en fait, c'est vachement bien». Parce que ça m'est arrivé de pourtant, j'ai pas des millions de followers sur les réseaux sociaux et honnêtement, je ne sais pas comment, font ces personnes-là. Parce que moi, avec mes quelques milliers d'abonnés, sur Insta, YouTube, Cast et tout, purée, quand tu vas, au resto, que tu sais, tu en mode chill, limite tu sorti en pilou-pilou parce que t'avais la flemme ce soir-là et puis que t'as des Grave. gens aux toilettes qui te disent: «Ah, vous êtes Fleur Léveillée?» et t'es là genre: «Oui». Et là d'un coup, ah, puis il faut être là, il faut être sympa, il faut machin, alors que, bah, en fait, des fois, t'as juste envie d'être dans ta bulle et et ça, bah, tu ressens une pression au quotidien, enfin, puis tu vois aussi tous les gens qui deviennent, qui sont super sympas avec toi parce que, bah, tu fais du chiffre, tu vois? Mais en fait, c'est intéressé, tu le sais bien, enfin voilà. Des fois, tu le sais pas d'ailleurs, puis tu l'apprends quand tu arrêtes ta boîte. Donc voilà. J'ai des questions là-dessus, effectivement, parce que là, tu parles de l'image de la réussite, en fait. Ouais, tout à fait. Et est-ce que ça, déjà, d'une part, qu'est-ce que les gens projetaient sur toi à ce moment-là où tu es allez, on va le dire comme ça, au sommet de ta gloire, tu es visible, tu fais du chiffre, hein, en gros, tous les voyants sont au vert, comme tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu renvoies comme profil, comme success story, tu vois? Ouais, bah, je faisais partie des petites jeunes qui réussissent et «Waouh, tu fais comment?» et machin, donc clairement, bah, oui, j'arrivais, dans une pièce, j'avais l'impression d'être la star. Même moi, je me la pétais, quoi. Enfin, franchement, on va dire ce qui est, j'ai d'ailleurs, au moment où j'étais le plus au sommet, j'étais le moins moi-même, en fait. J'étais le moins, je pensais rester hyper naturelle et tout ça, mais dans le fond, même moi, dans mes relations, je calculais les choses. J'aime pas du tout cette facette-là et en même temps, ben, voilà, ça sert à rien de se dire, tu vois, de le cacher. C'est je pense que je suis humaine, c'est tout, tu vois? Et que, ben, quand tu as démarré de zéro, que tu viens d'un petit patelin, dans le nord de la France et que tu viens pas d'une famille riche, tu vois? Et que d'un coup, tu fais des chiffres, que tu aurais jamais cru possible et que sur ton compte bancaire, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent?» Et ben, ça te donne la grosse tête et après, tu vois, tu prends certaines personnes de haut, tu vois? Et en fait, c'est bon, je j'ai eu le revers de la médaille. C'est bon, je l'ai payé derrière et je peux te dire que ça m'a vraiment donné une claque d'humilité parce que, après ça, j'ai rencontré des gens qui, comme moi, avaient fait des 200, 500, 800 K et franchement pensaient avoir réussi dans la vie. Je pense que, enfin, c'est bon, faut redescendre de son piédestal. Et à l'inverse, des gens, je pense notamment, à un exemple que j'ai rencontré, je sais pas, si tout le monde va voir qui c'est, mais Olivier Crest qui passe dans justement, la famille, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, Oui, dans l'immobilier, ouais, voilà. l'agence. Mmh. L'agence, sur Netflix, où vraiment le gars, il a quand même monté une entreprise, c'est un mastodonte, ils font des millions, enfin, je sais même pas combien de dizaines de millions. Le gars, il est d'une simplicité, il est sympa, il est hyper abordable, enfin, il te tutoie direct, il est là genre: «Ah, bah, franchement merci beaucoup d'avoir», enfin, je me dis: «Mais enfin, ça, c'est la réussite», tu vois? Pour moi, c'est quelqu'un qui même si, il atteint des sommets, en fait, il reste, un humain, tu vois? Et il va pas te prendre de haut, parce qu'il a soi-disant réussi, en fait,
Je pense que, j'avais entendu cette phrase qui disait en fait: «Tu faut jamais prendre de haut les gens parce qu'un jour ils sont au sommet, le lendemain, ils c'est l'inverse, c'est toi qui es au sommet» et voilà et donc en fait, tu sais jamais si le portier ou le serveur d'à côté, en fait, c'est pas lui qui un jour sera bien plus riche que toi et fera des trucs de dingue et quand bien même en fait, bah, qui est-ce que tu deviens en tant qu'humain, tu vois? Ouais, c'est Enfin voilà, je fondamental. pense que ça, c'est important de le garder en tête. Ouais, je pense même que c'est primordial, en fait et tout à l'heure tu parlais de du revers de la médaille. Est-ce que c'est de ça dont tu parlais ou c'est, le côté, que tu sais, tu disais aussi que, bah, on t'a plus donné l'heure quand tu faisais du chiffre. Est-ce que c'était ça le revers de la médaille que tu évoquais? Bah, je dirais que le revers de la médaille, vraiment, je l'ai payé aussi dans l'autre sens. En effet, ce côté, on m'a pris de haut, de à pas mal de moments une fois que j'ai arrêté ma boîte, ou, carrément, snobé, tu vois? Genre dans le sens, je suis allée à des masterminds où, il y avait certaines personnes qui avant arrivaient genre: «Ah salut Flore» et puis maintenant, à ce moment-là, c'était limite, elles me disaient pas bonjour, tu vois? Elles faisaient comme si elles me connaissaient pas, Parce ou que elles tu n'avais plus ta boîte? c'est ça, ouais, OK. donc voilà, ça m'est arrivé, plein de fois où des gens qui te disent ils sont super amis. Ah quand tu es au sommet, ils sont toujours dispo. Le jour où tu as plus ta boîte, là, bizarrement, ils répondent plus à un SMS. Enfin, donc tu te dis Tu l'avais anticipé ça? non, franchement, non. Non. Je pense que j'étais dans mon petit monde de bisounours à me dire: «Mais non, mais pas du tout, mais moi j'ai des vrais amis». Quand tu es plus au sommet, tu vois qui sont tes vrais amis. Ouais, bah, ouais, non mais c'est toujours comme ça en fait, Ouais, dans la vie même de tous les jours. ouais. C'est souvent comme ça quand, tu es plus au sommet que, bah, tu vois les meilleurs et c'est souvent les piliers d'ailleurs qui étaient là au tout début et que tu faisais 1 € de chiffre d'affaires. C'est clair. J'aimerais bien qu'on revienne sur le moment où, tu as décidé, tu prends la décision, tu vois? Si tu arrives à te replonger dans ce moment-là, dans cet état d'esprit physique, émotionnel, intellectuel, comment Mmh. tu vis les choses? Comment tu appuies sur le bouton arrêt? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. En fait, je me suis dit: «C'est soit je continue comme ça, soit je fais une dépression». Heu, D'accord. je Tu pense que sentais des signes physiques à ce moment-là, je ouais, ouais, je sentais des signes physiques, je pleurais souvent, enfin, c'était bizarre, en fait. C'était une forme de d'épuisement mental d'un business qui me prenait pas de temps. Donc en fait, j'arrivais pas à me l'expliquer. Je trouvais ça irrationnel. Je me disais: «C'est pas possible» et en même temps, j'arrivais plus à profiter de rien. J'avais beau avoir du temps. Je me rappelle que j'allais au resto, on était au bord de la plage avec mon mari et tout et en fait, on n'en profitait pas, tu vois? Je me disais: «Mais comment c'est possible?» Enfin, je regarde pas le prix de l'addition. On est là, on va pouvoir chiller toute l'après-midi au bord de l'eau et tout. Enfin, c'est genre le paradis et moi, je suis là à me dire: «Ah putain, j'en ai marre de cette boîte, machin, gna gna gna». Enfin, il y a un souci, tu vois? C'est pas possible, en fait et ce qui m'a aidée, clairement, le soutien de mon mari, ça a été game changer pour moi. Non, je pense, heu, si je suis très honnête, que je ne pouvais pas faire autrement à cette époque, mais que, à refaire, je ferais vraiment différemment. Je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles, je me suis pas mal, trompée et illusionnée en pensant que ce serait mieux, heu, d'arrêter. Je suis pas 100 d'accord avec ça aujourd'hui parce que, ben, en fait, quand tu penses que ça va être plus facile ailleurs, il y a d'autres difficultés qui t'attendent que tu avais pas forcément imaginées. Hem Donc je pense que c'est une illusion de penser que ce sera plus facile. Tu sais, c'est comme quand tu es salarié, tu te dis: «Ah, j'en ai marre de mon boss, machin, bon, c'est bon, je vais lancer ma boîte, comme ça je serai tranquille». Tu lances ta boîte, ça fonctionne, tu dis: «Ah putain, j'en ai marre, j'ai hâte de redevenir salarié» et puis enfin voilà, en fait, Ouais, c'est infini, ouais. Mmh. et c'est infini. Au bout du compte, le plus dur, c'est que et c'est ce que j'ai vécu, ces 2 dernières années et je commence à en sortir, c'est qu'au bout d'un moment, tu finis même par te demander: «Mais est-ce que j'ai une place quelque part, en fait?» Parce que je suis pas bien quand je suis salariée, je suis pas bien quand je suis entrepreneur, mais où est-ce que je suis bien, en fait? C'est quoi mon identité à moi? Est-ce que j'ai un endroit sur cette planète? Et franchement, mais Dieu merci que j'ai été je ne suis pas croyante, mais heureusement que j'ai été, entourée, par mon mari, par mes amis et tout, parce que franchement, je pense que, sans ça, j'aurais pu faire une vraie déprime, c'est extrêmement dur parce que ça te questionne sur ton identité, ça te questionne sur ta place dans la société, ça te questionne sur beaucoup de choses, en fait
et hem et par moment, tu peux vraiment ressentir du désespoir à te dire: «Mais en fait, si j'ai pas de place et s'il y a rien qui convient, est-ce qu'il y a un sens à ma vie?» tu vois? Donc Tu ça trouvé la ça réponse aujourd'hui? j'ai trouvé que, bah, à vrai dire, en fait, il y a pas de place. Pour moi, ma place, elle est extrêmement, différente de, comment je pourrais dire? En fait, dès lors que je vais essayer de trouver une place, je la perds, en fait. Parce que, moi, je suis extrêmement créative et en fait, j'adore faire 1000 trucs. Dès lors que je suis dans une société, en fait, je m'ennuie, j'ai besoin de faire autre chose. J'ai fini par comprendre que mon enthousiasme, c'était mon guide, que du coup, il fallait juste que j'écoute ça et que, bah, oui, des fois, ça n'a pas de sens. C'est pas grave, en fait, il faut pas forcément que je cherche du sens à ça. Et que, et en même temps, je peux être aussi ma pire ennemie parce que, je vais à tout prix vouloir, cultiver ma différence. Tu sais, c'est un peu cette ambivalence de: «J'ai besoin de changement, mais j'ai peur du changement». Ouais. Ouais, mais c'est souvent ça et d'ailleurs, tu as dit que je voudrais juste qu'on rembobine un tout petit peu Vas-y. parce que tu as dit que si c'était à refaire, tu ferais les choses différemment et tu vois, moi, dans mon approche avec mes clientes, ce que, en tout cas, je leur propose, c'est de transitionner, mais sans péter Mmh. la boîte. C'est-à-dire de se dire: «OK, tu as un actif, tu as quelque chose que tu as construit, tu t'es fait, chier, hein, à le faire. Hem, Pourquoi pas réaligner ta posture, qui tu es, tes envies», tu vois? Mais de l'intérieur et sans, envoyer tout valser, claquer la porte et ciao, tu vois? Tu en penses quoi toi de cette approche? Je suis, entièrement d'accord. Je pense que, heu, mon côté, kamikaze, m'a poussée à arrêter cette boîte. Et j'en ai, et c'est pour ça que je te dis, j'en ai vraiment payé le prix parce qu'aujourd'hui à refaire, je le ferais pas, en fait. Parce que c'était une connerie. Parce que j'ai cru que ce serait plus facile, mais en vérité, j'en ai chié. J'en ai chié parce que, bah, d'un coup, j'ai perdu énormément de chiffre d'affaires, parce que, bah, du coup, j'étais complètement perdue sur: «Mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire du coup?» Ça nous a mis, dans la galère financière avec mon mari. Enfin, franchement, j'aurais pu être beaucoup plus smart et me dire: «Bon attends, avant de se tirer une balle dans le pied, réfléchissons». Je pense que, à ce moment-là, je me suis fait, coacher et la personne qui m'accompagnait, qui est un très bon coach, je me suis un peu trop identifiée à son histoire et j'aurais peut-être pas dû. Parce que du coup, je me suis dit que lui, il avait une vie de rêve du coup depuis qu'il avait arrêté sa boîte et que donc c'était ça qu'il fallait que je fasse. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et donc, j'ai pas envie de dire, aux gens, «Oui, oui, arrêtez votre boîte, dès que vous en avez marre, c'est bon, ce sera mieux après». Non, c'est faux. Franchement, c'est pas mieux après et aujourd'hui, tu vois, il m'a fallu, beaucoup de mois pour, digérer ce que j'ai enfin la décision que j'ai prise d'arrêter cette boîte, vraiment en mode, je balaye tout d'un revers de main. C'est mon fonctionnement, je pouvais pas faire autrement à l'époque, donc c'est tout. Faut que j'accepte et ça m'a appris énormément de choses et franchement, j'en suis hyper reconnaissante. Sans ça, aujourd'hui, j'aurais pas, fait le millième de ce que j'ai fait et dont je suis très fière, tu vois? Donc je suis très contente d'avoir vécu ça, mais pour autant, à refaire, je ferais différemment parce que justement, j'ai tiré les leçons et que voilà. Et Qu'est-ce que tu typiquement ferais du coup de différent? voilà, typiquement, ce que je ferais différent, c'est que j'irais au bout de ma pensée première qui était: «Bon, cette boîte, je l'ai quand même créée, elle a quand même de la valeur, c'est pas rien ce que j'ai fait, en fait». Parce que souvent, j'ai remarqué qu'on a tendance à se dire, bah, quand on est parti de zéro, tu vois? Bon, c'est bon, ça vaut rien mon truc. Mais si, en fait, ça a de la valeur, j'ai pas cherché à vendre cette boîte, donc c'est ce que je ferais aujourd'hui. J'aurais vraiment, heu fait en sorte de pouvoir revendre l'entreprise, beaucoup mieux gérer mes chiffres, beaucoup mieux, j'ai structuré la boîte, mais j'ai pas assez bien géré mes chiffres clairement, donc ça c'est aujourd'hui c'est un truc sur lequel, je suis intransigeante, même avec mes clients, tu vois? Genre en mode, ça c'est indispensable.
Et ouais, faire en sorte de pouvoir la revendre pour qu'au moins ça me serve de tremplin pour la suite. Tu parles de chiffres, de ventes, mais il y a un truc quand même qui t'a quand même poussé Mmh mh. à vouloir arrêter. Forcément, tu fais un effet miroir, hein, tu le sais. Tu connais Mmh. par quoi je suis passée. Mais il y a un moment donné quand même, tu m'as dit: «Je savais plus pourquoi je faisais ça, j'avais plus d'enthousiasme et moi mon driver c'est mon enthousiasme». Donc à un moment donné en plus tu as tenu, c'est-à-dire que tu as tenu. Je sais pas comment tu as fait, si tu veux bien nous raconter d'ailleurs, Mmh. parce que ça c'est des exemples que je vois, beaucoup, on y reviendra juste après. Mais tu parles pas d'alignement, tu vois? C'est ça qui t'a poussé à quand même arrêter ou en tout cas, oui, à aller à l'extrême comme toi tu dis, d'arrêter cette entreprise, mais c'est parce que cet alignement tu l'avais perdu finalement? Ben, en vérité, je suis pas si sûre que ça. Parce que D'accord. tu vois, en fait, j'ai cru que c'était ça. Hem, j'ai cru que c'était ça et je pense pas que c'était le vrai problème. C'était Je quoi le vrai m'explique, problème? ouais, je m'explique. En fait, je pense que le vrai problème, c'est que, c'était trop gros pour moi et ça me faisait peur et je me sentais pas capable alors je l'aurais pas verbalisé comme ça à l'époque, mais pourquoi je te dis ça? C'est parce que, je me suis dit que j'étais plus alignée, que ceci, que cela. Mais en fait, après ça, j'ai arrêté ma boîte pour continuer d'accompagner des entrepreneurs. C'est-à-dire, tu vois? Alors que j'arrêtais pas de dire: «J'en ai ras-le-bol d'accompagner des entrepreneurs, moi c'est bon, je peux plus les voir en peinture, rien à foutre, machin». Ah Et donc tu avais une puis en sorte de dégoût quand même, hein? Ah Mmh. ouais, ouais, j'avais une sorte de dégoût. Je me disais: «Je veux plus en entendre parler». J'ai arrêté ma boîte et là, je me suis dit: «Bah zut, mais ça me manque en fait de plus accompagner des entrepreneurs». Et en fait, je me suis remise à faire ça et en fait, aujourd'hui, quand on me demande, bah, je me dis: «Oui, j'ai envie de relancer des business, machin et cetera». Mais j'arrêterai pas de mentorer des entrepreneurs parce qu'en fait, même gratuitement, je le fais, en fait. J'adore ça et donc c'était pas un problème d'alignement. C'est juste que j'avais une boîte où je me mettais une pression sur les épaules, considérable, une équipe qui n'allait pas. J'étais pas à l'aise avec le management. Ce dont j'aurais vraiment eu besoin, c'est d'un associé, en fait. C'est Mmh. d'un ou une associée, quelqu'un, un binôme avec qui je développe le truc et à l'époque et je le savais à l'époque, mais je n'arrivais pas à trouver cette personne parce qu'en fait, j'ai pas vraiment cherché, j'ai pas demandé autour de moi. Juste, je me disais: «Oui, ce serait vraiment bien, mais j'arrive pas à trouver» et je me disais: «Bon, de toute façon, j'en ai marre de ma boîte». Mais en fait, le vrai truc, c'est que Heu, être entrepreneur, c'est difficile, en fait. C'est Ouais. difficile d'être entrepreneur. Il y a des moments, tu tu te dis: «Je vais pas y arriver». Tu te sens, désolée du terme, mais tu te sens une pauvre merde et du coup, bah, en fait, c'est normal de vivre ça. C'est normal d'avoir ces moments de haut et de bas et d'avoir des moments très bas qui durent longtemps et je pense que en fait, on notamment quand on se lance au début, on est tellement exalté, on est tellement enthousiaste, on est tellement, heureux que quand ça devient dur parce que le contexte, économique change, que je sais pas, tu vois, il y a des mutations que forcément, on n'a pas forcément revu sa façon de faire, ben, on fait ce qui fonctionne et on oublie, «Ouais, mais moi, où est-ce que je m'amuse, en fait?» Et on a peur de changer des choses parce qu'on a peur que ça fonctionne plus. Donc du coup, on continue de faire des choses, mais c'est pas forcément l'offre qui est plus alignée, la promesse qui est plus alignée ou les clients qu'on sert qui est plus Mmh. aligné. Il y a peut-être juste des choses, voilà, qui c'est juste que nous, on change, en fait. Ah Donc oui. forcément, bah, il y a des choses qui évoluent et on a besoin de mettre à jour, notre entreprise. Mais pour moi, tu vois, heu et ça, je l'ai compris vraiment après. Mais pour moi, une entreprise, c'est comme une relation, tu vois? Ça fait 14 ans que je suis avec mon mari, bientôt 10 ans de mariage, tu vois? Et C'est ouf. enfin, cette année, ça fera 10 ans et en fait, tu bien qu'en 14 ans, franchement, on en a chié, quoi. Il y a eu des moments, on s'est dit qu'on allait se séparer et en même temps, on s'aime, mais tellement, tu vois? Et
et je pense pas que tu puisses, construire une relation pour toute ta vie sans vivre ces moments-là. C'est pareil avec une entreprise, tu vois? Ah, je suis pas hyper d'accord avec toi là, Flore. Vas-y. C'est intéressant parce que effectivement, c'est intéressant parce que je suis pas d'accord avec toi. Parce que pour moi, tu vois, tu as tenu quand même tu parles de 2, 3 ans Mmh. où, tu vois, avec ton analogie de ton mari, il y a eu des moments qui étaient plus durs, mais est-ce que ça a duré 2, 3 ans? Je sais pas, tu vois? Ça peut être, des mois ou mais ce qui vous fait tenir, c'est l'amour, tu vois? C'est l'amour que tu lui portes. Est-ce que tu avais encore ces années-là où tu avais plus d'enthousiasme, où tout te faisait chier, où tu avais un dégoût qui commençait à aller, est-ce que tu étais encore en amour pour ta boîte, tu vois? Mmh. C'est dur! Là, c'est tu m'étonnes que tu demandes le divorce à la fin. Moi, ça me surprend pas, tu vois? Enfin, je veux dire, oui, tu demandes le divorce avec ta boîte, donc t'arrêtes, quoi. Tu vois? C'est pour ça que oui, c'est tu as complètement raison et je peux pas dire l'inverse. C'est les montagnes russes et qui peuvent effectivement parfois durer. Mais toi, quand même, à ce moment-là, ça fait quand même plusieurs années que tu en peux plus. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais justement, si on reprend l'image de mon couple, ouais, bien sûr, il y a eu, 2, 3, 4 ans où ça allait sans aller et en fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se passe un truc et en fait, on est prêt pour, la transformation de notre couple, en fait et pour moi, c'est vraiment ce qu'on a vécu, ensemble, tu vois? Au bout de 10 ans ensemble, ça n'allait plus, en fait. Ça n'allait plus, on a passé du temps à avoir de très, très longues conversations, à justement à se questionner, à remettre en cause, en fait, tout notre couple, tout notre univers, tout ce qu'on pensait savoir de l'autre, tout enfin, on a été prêt à se on était tellement prêt à se dire adieu qu'on a pu faire renaître un couple différemment et en fait, on est retombé amoureux, mais fois 1000 en fait, par rapport à ce qu'on avait avant et c'est pour ça que je pense que, parfois on s'illusionne sur: «Bah, ça va être mieux avec quelqu'un d'autre». Ouais, Sauf c'est que vrai. si on est tombé amoureux au début, c'est qu'il y avait des choses en fait, il y avait un truc spécial et que, bah, peut-être on a oublié de l'entretenir, peut-être que, juste, en fait, on a mis tellement de poussière sous le tapis que du coup, ça nous a fait, au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec, une maison ultra, encrassée et dégueulasse, tu vois? En mode c'est du propre et du coup, bah, au bout d'un moment, tu te dis: «Mais attends, mais moi j'ai pas envie de vivre là-dedans, quoi». Et bah, pour moi, c'est un peu pareil avec une boîte, c'est que en fait, au début, tu crées ta boîte un peu genre: «Bon, bah, j'espère que ça va marcher et puis je me dépatouille comme je peux» et puis, au bout d'un moment, tu regardes ta boîte et tu dis: «Ouh là, attends, mais c'était vraiment ça que je voulais créer?» et en fait, le Bah, c'est truc, ça le c'est désalignement, c'est mais oui, clairement ça. dans un sens, ouais, tout à fait. Mais parfois le désalignement, il vient pas toujours de la mission ou des clients que tu sers ou quoi que ce soit. Ça peut prendre plein de formes, en fait, différentes. Tout Mais à la fait. difficulté, c'est que parfois on est, on est tellement persuadé que le problème, il vient de notre boîte que du coup, on n'arrive pas, tu sais, à on a envie de s'en débarrasser, en fait. Bah, en fait, c'est ça qui se passe dans la plupart des cas, c'est, «Ah, il y a un truc qui cloche. Tiens, je vais remettre du budget, pour mon marketing. Tiens, je vais investir dans un coaching business ou dans un consultant», peu importe. Tiens, en fait, on essaye de solver ce problème on sait qu'il y a un truc qui est en train de fucking, devenir un bazar, quoi. Et on le solde par, plus de ça, mais business. Effectivement, tu as complètement raison et il y en a beaucoup de qui font ça et justement, qu'est-ce que tu dirais à une personne, tu vois, qui a coché, en fait, toutes ces cases du succès, qui mais qui se sent désalignée, qui a un truc, tu vois? Et qui remet du budget dans autre chose que soi-même, tu vois? Donc qui Mmh. se sent, tu vois, qui manque d'enthousiasme. Qu'est-ce que toi, tu lui conseillerais par rapport à ton histoire? Je lui conseillerais plusieurs choses. La première chose, c'est que, je lui dirais que, le succès, c'est bien, mais qu'elle a, si elle en est là, c'est qu'elle a arrêté d'investir pour elle-même
tu vois? Parce que souvent, au début d'une boîte, on va, se faire coacher sur son mindset pour réussir à, closer ses croyances, ses machins. Puis, à un moment donné, ça y est, on est arrivé et on pense que c'est bon du coup, tu vois? Que c'est bon ça, moi c'est bon, j'ai plus de croyances, j'ai plus de blocage, machin. En fait, il y en a toujours. Je pense avoir un mentor business, c'est bien, mais c'est pas toujours ça dont on a besoin. C'est Mmh. pas toujours de scaler, de machin, de trucs, c'est juste d'aller voir la crasse et les trucs qui font flipper et d'aller se confronter à, bah, comment enfin, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à en arriver à: «Je réussis coûte que coûte», au point de m'oublier dans le process, en fait, tu vois? Je dirais ça. Déjà, je dirais ça et le deuxième truc très pragmatique que j'aurais tendance à conseiller, c'est que, parce que ça, j'en suis quand même assez convaincue, c'est que souvent aussi ce qui nous pousse, c'est, soyons honnêtes, très souvent la peur de perdre de l'argent, enfin de se retrouver en difficulté financière et honnêtement, ceux qui arrivent le plus à rester dans leur alignement, c'est ceux qui ont pas besoin d'argent. Enfin, j'en ai rencontré plein, dès lors qu'ils ont d'autres rentrées d'argent, ailleurs, tu es beaucoup plus chill parce que tu te dis: «Bon, au pire, j'ai ce truc-là qui se pète la gueule, c'est pas grave, en fait» et hem et en fait, quand j'avais, ma boîte, je me rappelle que j'étais allée voir, des courtiers, pour acheter une maison, machin, faire de l'investissement immobilier et tout. Puis à chaque fois, je me disais: «Ah ouais, non mais là, j'ai pas le temps, mais là, j'ai d'autres priorités» et cetera et donc j'étais focus sur ma boîte. Sauf qu'en fait, j'avais une capacité d'emprunt et d'investissement qui était énorme avec mon entreprise et j'en ai pas profité à ce moment-là parce que j'étais trop prise par, mes problèmes et en fait, du coup, aujourd'hui, je me dis: «Mais franchement, c'était une erreur» parce que, là où je pouvais emprunter, près d'1 million d'euros, tu vois? Bah, après tu arrêtes ta boîte, c'est plus le même game, quoi, tu vois? Et après pour être à nouveau en mesure de ravoir cette capacité d'emprunt, bah, c donc aujourd'hui, je dirais franchement, si, ta boîte, elle fonctionne bien et que tu en as marre, réfléchis très sérieusement à, bah, profite là, tant qu'elle est encore là, cette boîte, qu'est-ce que tu peux faire pour, au pire, rincer, tu vois? Faire tout ce enfin, tu vois, essorer un maximum tout ce que tu peux prendre de cette boîte et notamment, bah, merde, si tu t'es fait chier pendant des années à la développer, même si tu en as marre aujourd'hui, bah, si tu peux avoir un crédit, si ça peut te permettre de faire de l'investissement ou je ne sais quoi, vas-y, fais-le, tant que c'est encore possible et ça te permettra en plus, si tu génères des sous derrière, de te soulager un peu, quoi. J'aime bien cette réponse. Toutes tes réponses, je m'attendais pas du tout à ce discours-là de ta part, Flore, donc Ouais. pour moi, c'est hyper riche tout ce que tu dis parce que j'ai ça me donne encore une autre approche, tu vois, de CEO, qui vivent, potentiellement parce que si tu veux dans le réalignement, il y a plein de profils différents. Il y en a qui Ouais. réussissent, et qui comme toi se sentent, piégés dans leur réussite et qui arrivent plus. Il y en a d'autres qui voient que le business il y a plus de croissance là et tu sais qui remettent des stratégies, mais il y a rien qui prend. Donc bah, eux, ils commencent à s'éteindre. Enfin, il y a plein de profils différents en tout cas dans les femmes que je peux voir et dans les formes de perte de sens, de réalignement et tout ça. Ce que j'aimerais bien savoir aussi, Flore, c'est dans tout ce bazar-là qui est arrivé pour toi il y a quelques années maintenant, mais je connais un peu ton parcours, donc je pense que toutes ces transitions, ces grandes étapes dont tu parlais en introduction, t'ont amené des peurs. Qu'est-ce que tu as traversé exactement? Ouais, bah, effectivement, je dirais que le plus difficile pour moi, ça a vraiment été effectivement cette question de l'identité parce que je m'étais beaucoup assimilée à, bah, je suis une entrepreneuse, qui a une entreprise qui fait, X milliers d'euros, X centaines de milliers d'euros et cetera et donc je suis qui si, j'ai plus cette boîte, en fait? Et c'est aussi ça qui m'a poussée à prendre, des décisions qui n'étaient pas, forcément, heu, cohérentes avec la vie que je voulais vraiment mener ou et puis parce que je m'illusionnais sur beaucoup de choses, clairement et mon ego me drivait, en fait, beaucoup. Je suis très compétitrice donc du coup,
Bah, tu vois, le côté million et tout, c'était ça qui me motivait. Dès lors que du coup, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, ça va pas m'apporter ce que je veux», bah, en fait, je fais quoi, tu vois? Et si c'est plus ça qui me drive, bon. Et donc, quand dans cette idée d'arrêter ma boîte, c'est vrai que, bah, si je ne suis plus une entrepreneuse, mais que je suis pas une salariée non plus, mais donc du coup, je suis quoi? Alors je suis une freelance, clairement, ça m'a beaucoup, beaucoup challengée, hem, pendant longtemps, parce que même après, en étant à côté d'autres entrepreneurs, je me sentais une imposteur. Je me sentais une imposteur, j'avais l'impression que j'avais plus ma place. Donc même ceux qui m'acceptaient encore, on va dire, ou même ceux qui, voilà, me traitaient, d'égal à égal ou quoi que ce soit, en fait, je me sentais vraiment nulle à côté. J'avais l'impression que j'avais vraiment, raté quelque chose, pas compris, que dans le fond, j'étais pas une vraie entrepreneuse, bon. Et Ah, ça questionne ce que tu as dit. Dans le fond, tu étais pas une vraie entrepreneuse. C'est-à-dire que tu avais ouais. des modèles de réussite qui étaient est-ce que finalement, avec le recul, tu te dis: «Mais c'était pas pour moi ces modèles-là, quoi»? Bah, en fait, c'est surtout que je pense j'avais comment je pourrais dire ça? Hem, J'aime bien cette analogie souvent que je prends. Quand j'ai passé le bac, j'ai fait un bac L, quand j'ai passé le bac, j'avais, mon examen de philo au bac, c'était, heu: «Qu'est-ce qu'un artiste?» Et j'avais trouvé ça hyper intéressant et j'y pense souvent parce que je me dis: «C'est vrai dans le fond un artiste c'est quoi? Est-ce qu'un artiste c'est une personne qui est payée pour, faire de l'art?» Ou est-ce qu'un artiste, c'est, quelqu'un qui joue de la guitare dans sa chambre, qui peint, un coucher de soleil, tu vois, sur la plage? Comment on définit un artiste? Et du coup, comment on définit un entrepreneur? Est-ce qu'un entrepreneur, c'est une personne qui, fait des millions? Un gars qui a, une boîte du CAC 40, tu vois? Parce qu'en fait, souvent on parle de ceux qui font, 1 000 000 mais j'ai envie de dire, MDR parce que bon, ceux qui, enfin je sais pas, le gars de LVMH, je peux te dire que ceux qui font 1 million, ils les regardent comme si, enfin voilà, c'est rien du tout, quoi. Donc et c'est intéressant de se poser cette question, en fait, est-ce qu'entrepreneur, c'est pas juste un état d'esprit? Tu vois? Est-ce qu'on ne peut pas être entrepreneur en étant salarié, en étant freelance, en étant étudiant? Enfin, tu vois? Parce que dans le fond, si c'est ça, alors j'ai toujours été entrepreneur, tu vois? Même quand j'avais 10 ans, j'ai toujours entrepris. D'ailleurs, même avec les garçons, j'étais très entreprenante. Enfin, tu vois? J'ai toujours été une entrepreneuse, en fait, tu vois? Quelqu'un qui entreprend des choses, qui a des idées, qui est Ouais. créatif, qui a envie de et qui a cette capacité de transformer des idées en action. Je pense que dans le fond, un entrepreneur, c'est ça. Ça se définit pas à travers un chiffre d'affaires réalisé. Je pense que parfois on a tendance à l'oublier, mais ce qui veut Oui. aussi dire qu'on peut aussi être, entrepreneur, mais ne pas avoir un mindset d'entrepreneur. Ce qui Ouais, Tu vois? aussi. Renverser le truc. Ouais, carrément. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à ces entrepreneurs qui, tiennent coûte que coûte ou quoi qu'il en coûte, pour reprendre les mots, que tu as utilisés tout à l'heure? Et ben, je leur dirais une phrase que j'avais, lue et qui pour moi m'a beaucoup aidée, c'est, si tu prends pas soin de ta santé maintenant, tu auras plus le choix que d'en faire une priorité plus tard. Et en fait, hem, on a, souvent tendance à tenir coûte que coûte en se disant, «Non mais il le faut, tu comprends pas, moi j'ai telles et telles obligations» et cetera. Sauf qu'un jour ou l'autre, en fait, la vie va te rattraper parce que la vie, c'est comme ça et que, quoi qu'il arrive, en fait, la vie passe tellement vite. La vie passe tellement vite et que, bah, elle est trop courte pour se faire chier, en fait. Et un jour ou l'autre, tu prends conscience et j'espère, sincèrement pour ceux qui nous écoutent que ce sera avant qu'il soit trop tard, quoi, tu vois? Ouais, c'est souvent le problème. C'est attendre le surmenage, enfin le burn-out là, pour le coup. Ouais, mais tu Il vois, est déjà trop tard. Mmh. typiquement, je pense que moi, j'ai pas été loin, du burn-out, à plusieurs reprises dans ma vie et en fait, quand tu le vis, tu en as pas conscience. Tu vois, c'est Non, un pas peu du tout. ça
C'est un peu ça le truc. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui s'adressent, aux gens qui vivent des burn-out et en fait, à chaque fois quand je bosse avec eux sur ce genre de problème, je leur dis: «Mais est-ce que la personne a conscience qu'elle est en burn-out?» Mmh. parce que franchement, souvent, tu en prends conscience après, une fois que tu as traversé ton burn-out et que tu es passé, tu vois, après que ça va mieux, là, tu dis: «Ah ouais, en fait, j'ai vécu un burn-out». Quand tu y es, c'est tellement insidieux comme truc, tu vois? En vrai, si on est complètement honnête, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, en Ouais. 2026, on en parle quand même. On en parle plus. Avant, c'était tabou de parler de ça dans l'entrepreneuriat. C'est clair. Burnout, bah, toi, je sais pas si ça a été Dépression, tabou de dire que tu avais, arrêté ta boîte, mais c'est pas des sujets dont on parle comme ça, tu vois, qui sont non, bankable quoi, non, c'est clair. mais quand même aujourd'hui, il y a du progrès. Il y a quand même du progrès. On peut se prémunir nous-mêmes entrepreneurs, parce que tu vois, on en parle beaucoup aux salariés, mais le burn-out de l'entrepreneur, c'est complètement différent. Ouais, Et je trouve quand même qu'on peut avoir quelques clés maintenant. C'est juste que nous, on est, allez, on tape dedans et on y va quoi, c'est clair. Bah, de toute façon, faut remettre dans le contexte aussi, tu vois? Moi, c'était il y a quelques années, franchement, on n'en parlait pas et si tu bah en oui. parlais, c'était que tu avais échoué, tu vois? C'est Ah bah, juste, tu c'est es ça. raté, tu pas compris un truc et voilà. Bon et en même temps, moi, j'en ai vu, et je suis sûre que tu en as vu aussi, tu vois? Des entrepreneurs qui cartonnent et puis tu les vois en mastermind, ils s'effondrent en pleurs en disant, «J'en peux plus de ma boîte, je suis au bout de ma life». Tu te dis: «Mais merde!» enfin, c'est ça fait de la peine à voir, quoi, tu vois? Et en même temps, tu les vois qui sont prêts à se faire tellement violence, et à rien lâcher et puis des fois, tu en vois qui disent: «Surtout lâche rien, tu vas voir, ça va aller mieux». Bah, oui ou pas. Ouais, c'est clair, tu en croises beaucoup. Moi, tu j'ai énormément de discussions avec, bah, des Ouais. entrepreneurs, mastermind ou pas, vraiment de tout horizon, de tout secteur confondu et elles et ils se cachent. Mmh. Mais burn-out ou pas, tu vois? Il y a pas il y a un truc, tu vois? Dans le même état que toi, il y en a beaucoup qui m'en ont parlé et je Ouais. continue, j'avance, je trace. Et du coup, j'ai une dernière question, pour toi. Par quoi tu conseillerais de commencer, pour se réaligner sans saboter ce qui te fait bouffer, quoi? Par quoi ce serait Mmh. quoi la première pierre, toi, qui t'aurait aidé à ce moment-là? Honnêtement, le truc que je vois qui m'aurait aidé, déjà c'est de pas prendre de décision hâtive. Je pense que ça, c'est le premier truc parce qu'on est dans on peut le dire, une certaine faiblesse psychologique à ce moment-là et donc on peut avoir tendance, à beaucoup, je dirais, déléguer la responsabilité à un coach, un mentor ou quelqu'un, tu vois, qui va nous guider, qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse parce on est fragile à ce moment-là. On se sent perdu, on remet tout en question, toute notre vie en question, en fait, et justement, on ne sait plus vraiment qui on est à ce moment-là. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et du coup, on cherche des repères et donc dès qu'on en trouve un, on se raccroche et on espère que cette personne va nous sauver de notre situation et donc je pense que ne pas prendre de décision hâtive, déjà, c'est important. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment important de se faire accompagner à ce moment-là, parce qu'on ressent une très, très grande solitude, en fait. Et on n'est pas obligé d'être seul. Je pense que c'est important de le dire parce que justement, quand on est entrepreneur, on s'est souvent, entre guillemets, «fait tout seul». Tu sais, genre Oui, on était là, on a démarré seul, on a justement, on a tenu, on a trouvé des idées, on a trouvé des solutions et donc du coup, on a tendance à garder pour soi et à rester seul, à rester isolé dans notre détresse. Par ego aussi, on veut pas trop en parler, on veut pas trop que ça se sache et cetera, alors qu'en fait, on est tellement nombreux à vivre ça, que je pense que c'est vraiment hyper important de d'avoir un s'entourer. espace. Voilà, Mmh, mmh. voilà, de s'entourer, d'en parler autour de soi, de voir que c'est normal aussi de vivre ça, que, parfois hem parfois, effectivement, c'est la fin d'une entreprise, parfois c'est le renouveau d'une entreprise. En fait, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut prendre 1000 formes, ça dépend de tellement de facteurs, ça dépend de voilà, je pense que on peut pas, et je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois, que tu fasses venir,
des entrepreneurs pour raconter, leur histoire, parce qu'en fait, chaque entrepreneur a une histoire différente, même s'il y a des similitudes, même si mais la conclusion n'est jamais la même, en fait. Ah oui. Et je pense qu'on cesse jamais d'être entrepreneur quand on a monté une boîte et que enfin, ouais, en fait, c'est juste que par moment on n'est pas prêt ou donc je Et puis dirais que que ta la boîte, elle est pas, moi, c'est ce que j'aime dire, elle est pas faite pour toute ta vie, ouais, tu vois? Genre, tu pas une boîte pour toute ta vie, tu peux avoir 1000 projets comme toi. Tu c'est tu ça, peux faire plein de choses. La vie, comme tu dis, elle est trop courte, donc c'est pas parce que tu as une boîte qu'elle est là pour tes 40 ans à venir. Tu peux vu que tu évolues, donc c'est ça, autant faire évoluer les choses avec toi, quoi. exactement et peut-être que, peut-être qu'en fait, dans le fond, tu vas la garder, peut-être qu'elle va s'arrêter, peut-être qu'elle va juste se transformer, en fait, mais c'est pour ça que c'est important d'être entouré. Parce que j'en ai aussi rencontré, tu vois, des entrepreneurs qui étaient, au bout du bout, qui en avaient ras-le-bol et en fait, ils ont changé un tout petit truc dans leur boîte et ça a tout changé, en fait. Et ou alors ils ont fait une bonne rencontre, ils se sont entourés de la bonne personne, ils se sont associés avec quelqu'un, ils ont retrouvé un nouveau souffle, en fait et parfois il suffit pas de grand chose et du coup, c'est pour ça que de ne pas prendre de décisions hâtives et s'entourer, avoir des discussions, c'est hyper important parce que justement, ça permet de changer de regard en fait. Et du coup, bah, quand on change d'état d'esprit, que qu'on change de regard, bah, justement, il peut se passer des choses assez surprenantes. Mmh. Merci Flore pour, tout ce que tu nous as partagé, pour ta vision des choses, et surtout d'être revenue sur ton parcours qui, je Mmh. sais, a pas été, voilà, simple, fluide. Ça l'est jamais en vérité, hein, on va pas se mentir. Mais vraiment merci beaucoup d'avoir, accepté mon invitation Flore et surtout d'avoir, accepté de parler d'un sujet dont je suis pas sûre qu'on t'ait déjà entendu parler de ça. Bah, écoute, merci beaucoup, de m'avoir invitée et ouais, c'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion d'en parler. Et alors merci de ta confiance. Et vous si vous avez aimé l'épisode, vous me mettez bien sûr un petit pouce, un petit like et vous mettez la petite cloche pour ne louper aucun des autres épisodes qui arrivent. Salut Ouais. Flore, bye bye. Bye bye.